Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Reçu à l'Élysée pour un déjeuner avec Emmanuel Macron vendredi dernier, le prince saoudien Mohammed Ben Salman n'était pourtant pas le bienvenu pour tous les acteurs de la société civile française. L'héritier du trône d'Arabie Saoudite, d'abord vu comme un réformateur, un modernisateur progressiste lors de sa nomination à des postes clés du pouvoir, traîne à présent de nombreuses affaires compromettantes qui ont terni son image. L'État français compte pourtant conserver des liens forts avec celui qu'il considère comme un allié incontournable entre investissement et échanges commerciaux, accords culturels, poids géopolitique. Le soft power saoudien est en effet au sommet, alors même au pays des droits de l'homme. L'argent peut-il encore tout acheter? Pour en parler, nous sommes en compagnie de Fathia Dazieni. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Vous êtes spécialiste des monarchies de la péninsule arabique et on vous doit notamment l'Arabie Saoudite en 100 questions aux éditions Talendier, avec hier pour le prince héritier, depuis le Grand Palais éphémère à Paris, eh bien, Mohammed Ben Salman a présenté la candidature de la capitale du royaume pour accueillir l'exposition universelle de 2030. C'est le dernier point d'orgue de cette visite à Paris, qui est une très longue visite, puisqu'il est arrivé le 14 juin dernier et il sera dans la capitale jusqu'au 23 juin prochain. Alors, par exemple, sur ce point, quel est l'intérêt de l'Arabie Saoudite de candidater pour accueillir l'exposition universelle en 2030, sachant qu'apparemment, il a toutes les chances, ce royaume saoudien, de remporter cette exposition universelle? Ce serait pour le prince héritier une consécration, puisque tout son objectif politique est de montrer à quel point son pays a été transformé en une poignée d'années quand même, Mohammed Ben Salman a été parachuté par son père, le roi Salman, comme ministre de la Défense, aussitôt que le roi a accédé au trône en janvier 2015. Il était auparavant son directeur de cabinet, quand il était prince héritier et ministre de la Défense, donc le roi Salman. Et donc, parachuté ministre de la Défense, aussitôt arrivé, il déclare la guerre au Yémen, sans culture stratégique, militaire avérée. Puisque pourquoi? Quel était le but de cette guerre? Mohammed Ben Salman est à l'origine un homme d'affaires. Alors, le roi Salman a toujours voulu, effectivement, promouvoir ce fils dont il est le plus proche. Pourtant, il a d'autres fils, dont le ministre de l'énergie, ou un autre fils qui était le premier astronaute, prince de la région. Donc des gens beaucoup plus capés, lettrés, et en plus de ça avec des compétences politiques. Lui est un novice en politique, mais son ambition et son caractère autoritaire est très proche du tempérament du roi Salman. Et donc c'est cette proximité et le fait qu'il croit dans l'ambition de son fils et sa capacité à transformer le pays. Alors c'est très personnalisé, puisque la plupart des journaux insistent sur Mohammed Ben Salman, ses décisions, sa manière d'exercer le pouvoir. Qui est cet homme? Il est moins capé que ses frères et il est présenté comme étant plutôt un moderne, mais dans le même temps, ce moderne, dès lors qu'il a accédé au pouvoir, a eu un comportement qui l'a largement exposé aux critiques des ONG et de tous ceux qui défendent les droits humains. Alors, c'est un moderne très autoritaire. Disons qu'il modernise de manière très autoritaire son pays. Les personnes issues de la société civile n'ont absolument pas le loisir de pouvoir exprimer une opinion alternative, sous peine d'être emprisonnées. Donc, il y a une volonté de totalement dépolitiser, très clairement, le contexte politique, et en même temps de libéraliser un peu les mœurs, d'offrir une sorte d'hédonisme à cette jeunesse très nombreuse, puisque près de 60% des jeunes ont moins de 30 ans, et donc de légitimer, si vous voulez, sa position vis-à-vis de la jeunesse, sa capacité à
à montrer au monde que le royaume est capable de sortir un peu de cette perception moyenâgeuse, wahhabite, etc., que tout le monde avait en tête. Et en même temps, effectivement, une pratique extrêmement autoritaire et irascible du pouvoir. Et oui, parce qu'il y a quelques années, l'écrivain Kamel Daoud avait dit que l'Arabie Saoudite, c'était un Daesh qui avait réussi. Est-ce qu'il est toujours possible de dire cela, selon vous, ou bien est-ce aujourd'hui plus d'actualité, Fathia Daziena? Effectivement, des slogans un peu caricaturaux. C'est vrai que l'Arabie Saoudite se distinguait essentiellement par son soft power religieux. Aujourd'hui, très clairement, on est à un autre âge, à une autre ère. C'est, si vous voulez, la consécration d'une construction d'une politique culturelle qui est conçue comme la nouvelle centralité du soft power saoudien aujourd'hui. Donc en faisant de l'Arabie un lieu de consécration des arts arabes, avec de nombreuses galeries d'art, une biennale, un lieu de production cinématographique du monde arabe. Aujourd'hui, la vitalité culturelle est très forte et l'accent est mis là-dessus, bien sûr. Et on a fait taire toute expression contestataire, et les religieux aussi sont sommés d'avoir une rhétorique assez lisse, d'ouverture tolérante. Ça veut dire justement que sur le plan religieux, parce qu'on a toujours présenté le royaume comme une théocratie très dure, est-ce que les choses ont évolué depuis donc ce moment où Kamel Daoud prononçait cette formule de Daesh qui a réussi? En fait, c'est une erreur. Le royaume d'Arabie Saoudite, effectivement, est régi par la loi islamique, la charia, bien sûr, mais ça n'est pas une théocratie au sens, par exemple, iranien du terme, où les religieux sont au-dessus du politique. Pas du tout. Les Al-Saoud ont toujours été dominants sur le plan de la gestion du royaume. Et lorsque les Al-Saoud se satisfaisaient, bien sûr, du partage du pouvoir avec les religieux, c'est parce que, bien sûr, il y a eu cette alliance au départ du religieux et du politique pour la construction de l'Arabie Saoudite, des trois différents États saoudiens, et notamment du royaume moderne par Ibn Saoud. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle du 4e État al-Saoud, avec cet affranchissement, effectivement. Et ceci dit, l'establishment religieux est toujours soumis aux politiques, comme il l'a toujours été, sauf que auparavant, il y avait une sorte de partage du pouvoir. Les religieux étaient dans tout ce qui était évidemment juridique, éducation et société. Aujourd'hui, le pouvoir politique contrôle l'ensemble de ces secteurs. Donc on a aujourd'hui une monarchie plus absolue que jamais, contrôlée par un homme. Et alors, le wahhabisme, quelles sont aujourd'hui les conséquences de ce dogme? Qu'est-ce qui distingue de ce point de vue-là l'Arabie Saoudite, par exemple, de l'Iran, qui est donc une autre puissance qui cherche à avoir le leadership? Eh bien, écoutez, l'establishment religieux est plus que jamais soumis à l'autorité politique, puisque voilà, ce sont des fonctionnaires qui mettent en œuvre la nouvelle volonté politique du royaume, qui est de se présenter comme un royaume plus tolérant, avec évidemment combattre l'extrémisme, le traditionnalisme, etc. Mais c'est un establishment qui est toujours soumis aux politiques. Donc ça ne change pas grand-chose. Il n'empêche que Mohammed Ben Salman, tout puissant qu'il est, a quand même besoin de cette loyauté et de la soumission de cet establishment. Alors ça, c'est donc le désir aujourd'hui de communication, mais il n'en reste pas moins que la peine de mort est encore largement en vigueur, que les femmes ont conquis un peu plus de droits, mais malgré tout sont bien loin de l'égalité. Les minorités
gays sont très loin d'avoir la possibilité de vivre comme elles l'entendent. Donc il y a encore tous ces gros points noirs qui font que l'Arabie Saoudite est encore un pays qui bafoue les droits humains. Bah, comme l'ensemble des pays de cette région, hein, je veux dire, vous avez effectivement des pays qui communiquent mieux et qui présentent comme ça une facette universaliste comme les Émirats arabes unis. Mais on a vu lors du mondial au Qatar que les mêmes problématiques étaient soulevées. Hein. Mais il y a une volonté. Enfin, dernièrement, j'ai vu que l'Arabie Saoudite se disait prête à accueillir même des délégations LGBT, etc. Donc il y a une volonté quand même d'essayer de s'adapter. Mais bien entendu, les organisations des droits de l'homme sont aujourd'hui vent debout, et elles sont dans leur rôle. En termes de soft power, le royaume saoudien a misé, disiez-vous, sur la culture. La culture, c'est par exemple Alula, un site qui a été largement promu. Peut-être quelques mots justement sur cette opération, qui est à la fois une opération de mise en valeur du patrimoine culturel et puis également une opération de communication. Oui, alors bon, comme vous l'avez dit en début d'émission, le prince héritier est essentiellement venu pour obtenir effectivement pour défendre la candidature à l'Expo universelle 2030 et donc mettre en avant tout ce qui s'est produit dans le royaume. Alors Al Houla, la France, constitue l'un des partenaires essentiels pour la mise en valeur donc de ce site archéologique nabatéen, etc. Il y a une équipe de recherche du CNRS qui travaille depuis une vingtaine d'années sur ce projet. C'est vrai que c'est Mohammed Ben Salman qui a un peu décomplexé et qui a réellement ouvert ce site pré-islamique qui était auparavant complètement proscrit et interdit par justement l'establishment religieux qui avait à l'époque donc l'emprise sur ces questions culturelles, sociales, etc. Donc il y a cette volonté de mettre en avant le patrimoine, l'histoire longue de l'Arabie Saoudite, parce que vous avez aussi une réinvention du récit national saoudien sous Mohammed Ben Salman, avec une volonté de créer un nouveau nationalisme saoudien, alors que le nationalisme en tant que tel était totalement proscrit par l'idéologie islamique wahhabite. Mais ce que l'on comprend mal, en fait, c'est la conjugaison à la fois de tous ces efforts pour normaliser le royaume et un certain nombre de crimes qui ont été perpétrés par Mohammed Ben Salman. Par exemple, l'assassinat du journaliste Khashoggi, qui a été fait dans des circonstances particulièrement atroces, mais à la limite, peu importe l'atrocité dès lors qu'il y a meurtre. Pourquoi avoir perpétré ce meurtre alors que Mohammed Ben Salman cherchait justement à gagner en respectabilité ? La question se pose aussi pour le déclenchement de cette guerre au Yémen, qui est un désastre humanitaire terrible. Donc, la réponse que j'oserais émettre, c'est dû justement au côté novice politique de ce prince, quand il arrive comme ça, parachuté au pouvoir avec d'immenses prérogatives. Il avait une culture politique internationale très faible. C'est vrai qu'au début de sa, entre guillemets, mandature, à partir surtout de 2016, lorsqu'il expose sa volonté de transformer le royaume par sa vision 2030, et puis ensuite en 2017, lorsqu'il y a cette révolution de palais et qu'il s'impose au détriment de son cousin, qui était l'ancien ministre de l'Intérieur et qui était une personnalité très compétente, très politique, lorsqu'il s'impose donc à la tête de l'État saoudien, il est encore, si vous voulez, sous l'influence de son mentor et voisin émirati, aujourd'hui le président de la Fédération des Émirats arabes unis, Mohammed Ben Zayed, qui, lui, a une culture politique internationale militaire
très importante. Et donc, il était un peu sous l'influence de son mentor. Et évidemment, son mentor était beaucoup plus discret et beaucoup plus, compétent, et l'a laissé comme ça se surexposer. Et c'est effectivement à multiplier les erreurs. Et aujourd'hui, il semblerait qu'il ait acquis quand même de l'expérience et qu'il se rende compte justement des contradictions et des erreurs stratégiques qu'il a faites avec cette brutalité qui le caractérise, et en même temps cette volonté de changer et de moderniser son pays en offrant tout un panel d'activités culturelles, de divertissement, et de se mettre la jeunesse de son côté. Donc il y a effectivement une double facette du personnage qui est difficilement compréhensible. Mais alors sur le volet par exemple de la guerre au Yémen, quelle prise de conscience dans ces conditions ? Alors sans l'avouer explicitement, très clairement, le constat est que c'est un échec militaire patent et qu'aujourd'hui, tout est fait pour s'extraire de cette guerre. Il est prêt. Les négociations, ça s'apparente quasi à une capitulation. Les rebelles houthistes ont une emprise sur le pays, aujourd'hui sur le Yémen, qu'ils n'avaient absolument pas au début de la guerre. Donc, très clairement, aujourd'hui, il veut absolument s'extraire de cette guerre. On a vu que par l'entremise de la Chine, il a normalisé ses relations avec l'Iran. Et donc, il y a une volonté vraiment de désescalade, parce qu'il se rend compte que, justement, sa vision 2030 ne va absolument pas de pair avec un environnement extrêmement conflictuel. Et donc, ça, visiblement, il l'a compris. Et c'est d'ailleurs ce que dit Emmanuel Macron, puisque pour justifier la visite de Mohamed Ben Salman en France, le président explique « Nous soutenons le royaume car il est en train d'évoluer dans le bon sens. Il faut l'aider dans son élan de modernisation et d'ouverture sur le monde. » Nous allons évoquer cet élan, voir dans quelle mesure celui-ci est réel avec vous, Fathia Dazieni. Je rappelle que vous avez publié l'Arabie Saoudite en 100 questions aux éditions Talendier, et vous serez rejointe par la journaliste Audrey Lebel qui publie Nos amis saoudiens aux éditions Grasset. Il est 8h sur France Culture. 7h, 9h. Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Mohamed Ben Salman est donc en visite en France avec un déploiement tout azimut dans le domaine du cinéma, du sport, des investissements commerciaux pour faire valoir l'influence de l'Arabie Saoudite en France, en Europe et dans le monde. Nous sommes en compagnie de Fathia Dazieni. Vous êtes chercheuse à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Vous avez notamment publié l'Arabie Saoudite en 100 questions aux éditions Talendier, et nous recevons la journaliste Audrey Lebel. Bonjour. Bonjour. Vous avez publié Nos amis saoudiens aux éditions Grasset, Audrey Lebel, et vous insistez beaucoup sur la manière dont l'Arabie Saoudite utilise des communicants, fait du lobbying en France pour asseoir son pouvoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment cela se traduit-il? Cela se traduit par des agences de communication telles qu'Havas ou Publicis qui ont contribué à redorer l'image du royaume, qui ont passé des contrats avec l'Arabie Saoudite pour, d'une part, permettre à MBS de retrouver une respectabilité sur la scène internationale, et pour conquérir un peu les esprits. Au cours de cette enquête, j'ai rencontré pas mal de personnes qui m'ont dit, dont François Léotard, ancien ministre de la Défense, aujourd'hui les guerres sont aussi des guerres d'influence sur les esprits. Et cela, l'Arabie Saoudite l'a très bien compris. Donc en se procurant les services de communicants tels que Havas
et Publicis. Ce ne sont pas les seuls. Il y a d'autres agences de communication en France qui ont Richard Attias est associé, semble-t-il, si j'en crois. Oui, Richard Attias qui a organisé ce qui se veut l'équivalent du forum de Davos, c'est le forum du désert, où en 2017, MBS a présenté sa vision 2030 devant tout un parterre de puissants, devant toute la finance internationale. C'est effectivement un Français qui a permis cet événement. Et en France, ça se traduit aussi beaucoup dans le domaine de la culture. À l'Institut du monde arabe, il y a eu notamment en 2019, quasiment un an, jour pour jour, après l'assassinat de Jamal Khashoggi, donc ce journaliste qui a été tué et découpé en morceaux dans le consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul, donc à Lima, une exposition consacrée à Alula, qui est un site touristique qui est présenté comme la petite sœur de Petra et qui est magnifique. Il y a des richesses archéologiques. Et donc, à l'Institut du monde arabe, une exposition entièrement financée par l'Arabie Saoudite s'est ouverte pour présenter les richesses de ce lieu touristique. Et alors, ça se poursuit. Alors, dans le domaine du football, c'est particulièrement éclatant. Comment ça se traduit là aussi ? On l'a vu avec Karim Benzema qui vient de signer un contrat de 200 millions d'euros pour rejoindre un club saoudien. Ça se traduit effectivement dans le domaine du sport. Déjà en 2020, l'Arabie Saoudite avait décroché le Paris-Dakar, ce qui est une vitrine énorme pour l'Arabie Saoudite. Ce type d'événements internationaux, ce type d'événements sportifs, c'est vraiment une grande possibilité pour l'Arabie Saoudite de montrer ce qu'elle veut montrer, même si tout ça, ça reste quand même beaucoup de la poudre aux yeux. Et c'est utilisé de manière politique. Le directeur de la course, David Castera, à l'époque, disait « Moi, je ne fais pas de politique », alors qu'il était interrogé sur le bien fondé de donner à l'Arabie Saoudite le Paris-Dakar. Sauf que c'est politique, c'est fondamentalement politique. Le cinéma ? Le cinéma, il y a eu... On ne va pas faire la liste des inventaires à la Prévert, mais le cinéma, oui. C'est déjà presque plus étonnant. Et j'ai envie de dire, c'était inhabituel en tout cas. Ça fait partie de la stratégie de MBS de montrer que le royaume s'ouvre, que le royaume se modernise, ce qui est un fait, ce qui est une réalité. Mais il faut quand même, encore une fois, le nuancer. Donc ça se traduit dans le cinéma par notamment l'organisation du Festival international du film à Jeddah, où on a pu compter sur la présence de personnalités françaises non négligeables, telles que Thierry Frémaux, le délégué général du Festival de Cannes, telles que Catherine Deneuve, qui est l'égérie du cinéma français, telles que Jack Lang, qui est l'ancien ministre de la Culture et l'actuel directeur de l'IMA. Il y a des formations aussi qui ont été réalisées en France auprès d'étudiants saoudiens, notamment il y a eu des partenariats entre des écoles françaises et saoudiennes. Et alors on peut montrer n'importe quel film ? Non, on ne peut pas montrer n'importe quel film. Faut quand même faire attention à ne pas froisser les croyants, à respecter les mœurs. Mais là-dessus, ça a considérablement évolué. Oui, c'est un fait. Fathia Daziena. Oui, enfin, c'est aussi la nouvelle industrie du cinéma arabe. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite, où tous les films se produisent par les financements saoudiens. Et c'est un petit peu en train de voler la place à l'Égypte, qui a effectivement cet aspect international, comme vous l'avez très bien dit, mais il y a cette volonté de s'inscrire quand même dans le paysage culturel arabe. C'est très important et c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est étonnant. C'est devenu en 2-3 ans un festival de référence. Oui, parce que moi, ce que j'ai appris au cours de cette enquête, c'est que l'Arabie Saoudite n'avait jamais été au Festival de Cannes avant 2018. Et la première fois qu'il y a un pavillon saoudien, c'est en 2018. Et pourtant, cette année, l'édition 2023, le film qui fait l'ouverture du Festival de Cannes, celui de Maïwenn, est en partie financé par l'Arabie Saoudite. Donc on voit... l'évolution et la stratégie qui fonctionne de ce point de vue-là. L'Arabie Saoudite va financer beaucoup de films ?
L'Arabie saoudite est certainement vouée à financer beaucoup de films. Ça fait partie, encore une fois, de sa stratégie de soft power pour faire oublier les 400 000 morts de la guerre au Yémen, pour faire oublier les manquements aux droits de l'homme. C'est un levier extrêmement important pour MBS. Oui. Mais je vais vous poser justement une question candide. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on peut, au travers de manifestations sportives, d'achat de joueurs de foot ou de financement de films, faire oublier les pages extrêmement noires de la politique menée par le royaume saoudien? Alors oui et non, puisque on rappelle à chaque fois qu'il y a tous ces manquements, encore une fois, aux droits de l'homme, les exécutions de condamnés à mort, le nombre d'opposants politiques qui a drastiquement augmenté depuis l'arrivée de MBS, l'assassinat évidemment de Jamal Khashoggi. Là où ça fonctionne, c'est que quand même, et c'est notamment pour ça aussi que l'Arabie saoudite est en France à Paris cette semaine, elle vient pour faire du lobbying, pour décrocher l'organisation de l'exposition universelle de 2030. À ce titre, d'ailleurs, Jack Lang soutient cette candidature en ayant expliqué que c'était une grande portée symbolique et emblématique, un choix intelligent et visionnaire. Et ce mot visionnaire, ça fait vraiment partie des éléments de langage des communicants qui nous ont présenté MBS comme un prince héritier visionnaire, révolutionnaire, alors qu'à l'époque, dans le même temps, il avait au Ritz-Carlton emprisonné les plus hauts dignitaires saoudiens, ce qu'on n'avait jamais vu. Il faut nous rappeler de cette opération main propre, je mets les choses, je mets ces mots entre guillemets, qui a été menée en 2017, une opération tout à fait étonnante. Elle consistait en quoi, en quelques mots? Elle a enfermé pendant plusieurs mois, donc au Ritz-Carlton. C'était une prison dorée. C'était une prison dorée, oui, clairement, où il y aurait eu même des violences, où certains prisonniers auraient été battus. Il y avait des princes qui étaient emprisonnés, il y avait des ministres qui étaient emprisonnés. Je crois qu'il y avait à peu près 200 hauts dignitaires. On n'avait jamais vu ça en Arabie saoudite. Fathia Dazi-Henna, là-dessus... Henni, pardon. C'était une volonté, surtout pour Mohammed Ben Salman, de se légitimer et de mettre au pas l'élite politique qui, jusqu'à présent, gérait le pouvoir sous le roi Abdallah. C'est clairement une marque punitive et une volonté de dire « désormais, je suis le maître des horloges ». Et donc mettre au pas toute cette oligarchie marchande, des princes très capés. Et c'est comme ça qu'il prend le pouvoir et qu'il dit voyez de quoi je suis capable auprès de mes pairs. Donc c'est très dissuasif par rapport à toute velléité de contestation. Donc ça a été une volonté, mais calculée, de s'imposer, parce qu'il était, à cette époque, extrêmement contesté. Et oui, ça veut dire qu'il ne s'imposait pas naturellement. Non, non, du tout. Personne n'imaginait que Mohammed Ben Salman puisse devenir un jour le prince héritier. Mais alors, pourquoi son père, qui aujourd'hui règne sur le royaume, l'a-t-il laissé faire? Pourquoi? Il règne de moins en moins. C'est vrai, c'est une personne assez âgée et il a très clairement délégué le pouvoir à son fils, qui est devenu d'ailleurs au mois de septembre dernier Premier ministre du royaume, alors que le Premier ministre en titre est toujours le roi en fonction. Comme je le disais au début de l'émission, c'est deux tempéraments extrêmement proches. Le roi Salman était réputé être le prince de sa génération le plus autoritaire. C'était un peu l'arbitre, le pivot de la famille, celui qui avait même instauré des prisons princières, si je puis me permettre. Et c'était celui qui avait le contrôle sur la famille. Et il estime que ce fils-là est le plus capable, effectivement, de transformer fondamentalement le royaume, comme lui avait transformé la capitale Riyad en mégalopole aujourd'hui. Ce qui est vrai, c'est que Mohammed Ben Salman, indépendamment des problèmes qu'il a rencontrés dans sa communication et dans son image internationale, a réussi à revenir au centre du jeu pour un certain nombre de pays, à conclure des accords notamment avec la Turquie, avec le Qatar. C'était particulièrement spectaculaire.
quelques mots à ce sujet. Comment a-t-il réussi justement à conclure ces accords? Dans quel but? Il a très clairement engagé un processus de désescalade régionale à partir du sommet d'Al-Hawla, la réconciliation avec le Qatar en janvier 2021. Et oui, parce qu'il faut rappeler à quel point le Qatar et l'Arabie saoudite... Ils avaient, le quartet arabe, cet ensemble de 4 pays arabes qui avaient imposé comme ça un diktat au Qatar parce qu'ils ne partageaient pas sa politique régionale. Donc un embargo unilatéral a été décrété le 6 juin 2017, qui a duré 3 ans et demi. Et c'est l'Arabie saoudite qui a décidé d'y mettre fin en imposant ce sommet de la réconciliation qui a pris du temps quand même, parce que les Émirats arabes unis viennent de rétablir leurs relations diplomatiques avec le Qatar. Mais vraiment, ça a été annoncé hier. Donc, échange d'ambassadeurs, ça s'est normalisé petit à petit. Mais bon, cette prise de conscience du prince héritier, elle vient aussi avec l'arrivée de Joe Biden, qui avait, lors de sa campagne électorale, qualifié le royaume de royaume paria à cause justement de l'assassinat du journaliste saoudien qui travaillait au Washington Post. Donc ça, c'est quelque chose qui a vraiment contribué à fortement détériorer les relations entre l'Arabie saoudite et les États-Unis. Et donc l'Arabie saoudite, comme son voisin émirati, ont considéré que les États-Unis n'était plus l'allié fiable qu'il était comme garant de la sécurité de cette région, en ne répondant pas aux provocations et aux attaques fomentées par l'Iran, même si l'Iran n'a jamais reconnu qu'elle était à l'origine des frappes sur les installations pétrolières en Arabie en 2019 et sur des tankers au large des côtes émiraties. Et puis, bien sûr, dans l'aide logistique aux Houthis qui... Des rebelles houthis de Yémen, d'ailleurs qualifiés de rebelles au Yémen, et qui menaient la guerre, ou dont l'Arabie saoudite... Et qui attaquaient le territoire saoudien régulièrement entre 2017 et jusqu'à très récemment. Donc voilà pour le constat. Et depuis, effectivement, les Saoudiens comme les Émiratis ont multiplié les partenariats stratégiques avec... particulièrement les grandes puissances asiatiques, bien sûr la Chine, qui est devenue le premier partenaire commercial dans la région depuis 2015, et d'autres puissances asiatiques comme l'Indonésie, l'Inde, bien sûr, des puissances africaines, l'Afrique du Sud, l'Amérique latine, et le rapprochement avec Israël. Donc, qui là aussi était particulièrement inattendu. Il était inattendu, sauf que effectivement la convergence de vues pour contenir l'Iran faisait qu'ils se sont rapprochés essentiellement sur cette question. Les Émirats arabes unis et le Bahreïn ont signé les accords Abraham. L'Arabie saoudite n'a pas officialisé, normalisé ses relations avec Israël, mais à des relations commerciales... puis des échanges de renseignements, enfin, c'est un secret de polichinelle. Donc, ils se sont considérablement rapprochés. Et aujourd'hui, l'Arabie saoudite fait office de médiateur, par exemple, dans cette tragédie au Soudan. Donc, il y a très clairement un changement radical. Ce qui veut dire que finalement, notre regard d'Européens, de Français sur l'Arabie saoudite, qui est, disons, plutôt critique, n'est peut-être pas celui qui prévaut dans d'autres pays ou dans d'autres continents. Je pense par exemple les États-Unis ont été quand même beaucoup plus loin dans les critiques. Je ne pensais pas du tout aux États-Unis. Je pensais notamment à ce qui se passe en Asie, à ce qui s'est passé par exemple pendant la Coupe du Monde du Qatar, où on a pu se rendre compte que ce qui passait pour une évidence en France, notamment le fait de dénoncer la manière dont les droits humains étaient bafoués au Qatar, n'était pas du tout quelque chose qui prévalait ailleurs, en Asie, dans le monde arabe ou... Non, c'est vrai que l'essentiel des observations dans le monde, c'était la très très bonne préparation de ce mondial, la parfaite organisation, l'ambiance bon enfant, et puis surtout, il s'est avéré dans les stades... notamment à chaque fois que l'équipe du Maroc, qui a été quand même très loin dans cette compétition, la question palestinienne était loin d'avoir été oubliée par la population arabe,
et que là, pour le coup, le Qatar, évidemment, qui faisait une opération marketing considérable, avait une petite revanche à prendre par rapport aux voisins, notamment émiratis, qui avaient normalisé leurs relations avec Israël. Donc c'était quand même aussi un pied de nez entre voisins. Audrey Lebel, dès lors, la phrase d'Emmanuel Macron que j'ai citée tout à l'heure, « Nous soutenons le royaume car il est en train d'évoluer dans le bon sens, il faut l'aider dans son élan de modernisation et d'ouverture sur le monde », comment l'interpréter? Bon, on en voit les conséquences avec cette visite, mais c'est peut-être le signe que cette politique de communication a en partie réussi. C'est le signe que ça a en partie réussi, oui. Et d'ailleurs, ce qu'il faut préciser, c'est que certaines personnes qui travaillaient chez Havas ou chez Publicis, donc ces communicants, ont ensuite été les hommes de l'ombre de l'Élysée et de Matignon. Parmi les communicants proches, notamment d'Emmanuel Macron ou de Jean Castex quand il était Premier ministre. Il y a une femme, c'était l'ancienne directrice générale d'Havas, Mayada Boulos, qui, avant d'arriver à Matignon, s'occupait de la communication du royaume saoudien. Elle avait notamment organisé au musée des arts décoratifs, lors de la venue de MBS au printemps 2018, une soirée en son honneur, et une soirée pour fêter les contrats qui avaient été passés dans le domaine de la culture. Emmanuel Macron, ça a été le premier chef d'État occidental à se rendre en Arabie Saoudite en décembre 2021. MBS, ça a été quand il est venu à Paris en juillet 2022, c'était le premier pays aussi en Occident où il se rendait depuis l'assassinat de Jamal Khashoggi. Donc Macron a réhabilité MBS. Et tout ça, ça s'est fait au détriment des citoyens français. Parce que tout ce que je révèle dans le livre, c'est qu'il y a notamment... Nos amis saoudiens. Il y a un exemple précis. Actuellement, la quasi-totalité des salariés français de l'ambassade d'Arabie Saoudite est comme pris en otage. Elle ne peut pas partir à la retraite parce que le royaume saoudien n'a pas versé pendant 13 ans ses cotisations sociales, ce qui est pourtant une obligation. L'URSSAF a été mis au courant de ces faits. Aujourd'hui, les salariés qui ont tous à peu près 80 ans ne peuvent pas partir à la retraite parce qu'il y aurait un tel manque à gagner que... Pourtant, c'est a priori un royaume solvable. C'est a priori un royaume solvable, mais elle a, en France en tout cas, pas mal d'ardoises, notamment à la PHP et dans d'autres secteurs. Le royaume saoudien, c'est pas un très bon payeur, malgré ce qu'on croit. Mais parce que le propos d'Emmanuel Macron, alors c'est bien souvent ce que l'on dit lorsqu'on est face à un pays autoritaire ou une dictature, on dit voilà, le fait de le couper du monde va freiner le processus de modernisation et d'ouverture. Qu'est-ce que vous en pensez, Audrey Lebel? C'est-à-dire, c'est strictement de la com, où il y a quand même des choses, alors tout est interprétable en signe de politique de communication, mais il y a peut-être aussi des faits. Mais les Français ont toujours, parce que les privilèges dont bénéficie l'Arabie Saoudite, les passe-droits dont ils bénéficient en France, à la décharge d'Emmanuel Macron, ça date pas seulement d'Emmanuel Macron. C'était déjà le cas sous François Hollande, sous Nicolas Sarkozy et même sous François Mitterrand. Les Français, de ce que certains de mes interlocuteurs m'ont expliqué, c'est qu'à partir de l'arrivée de Barack Obama à Washington, où les relations se tendent entre Riyad et Washington, les Français se disent on va pouvoir être les outsiders des Américains, on va essayer de se placer, c'est une occasion pour nous d'essayer de décrocher des contrats dans d'autres domaines que l'armement, d'essayer d'être vraiment un partenaire stratégique commercial extrêmement important. Sauf que tout ça, et à chaque fois, c'est encore une fois, c'est un peu des mirages. On fait espérer des contrats mirobolants à la France, mais le contrat Mixa, par exemple, dans les années 2000, qui consistait à la surveillance des frontières du Royaume saoudien, Nicolas Sarkozy nous disait que ça allait rapporter 7 milliards à la France. Il n'a jamais eu lieu, ça s'est jamais concrétisé. On n'a jamais rien réussi à leur vendre, Fathia Daziani? Il ne faut pas pousser quand même. Non, c'est vrai que la France, pour l'Arabie Saoudite ou les Émirats Arabes Unis... A priori, en matière d'armement, ils en ça achètent. se porte bien. Non, mais la France a toujours été un petit peu cette carte à jouer pour diversifier les relations au sein même de l'Occident, en fait. Mais sinon, tout se passe très clairement en Asie, pour les pays du Golfe.
le pivot vers l'Asie, il a été fait il y a 10 ans. Cela ne veut pas dire, bien sûr, que l'Occident ne compte plus. Mais aujourd'hui, il y a très clairement cette réflexion qui est faite effectivement, une perte de vitesse quand même du entre guillemets camp occidental, sachant que dans le Golfe, on fait le distinguo entre les États-Unis et les pays européens. Et c'est pour ça que la France bénéficie un petit peu de cette sympathie auprès des pays du Golfe. Un mot de conclusion, Audrey Lebel. Moi, je serais plus critique à l'égard de ce que rapportent à la France, à l'État français et aux contribuables les contrats avec l'Arabie Saoudite, parce que certes, dans le domaine de l'armement, l'Arabie Saoudite, c'est le premier client de la France. C'est surtout dans le domaine maritime qu'on a vendu et qu'on vend beaucoup d'armements, pas seulement des armements, mais aussi des munitions, aussi des formations. On forme sur le territoire français des soldats saoudiens. On a formé notamment à Saint-Cyr le général Ahmed Al-Assiri, qui était le chef de l'opération Tempête décisive lancée au Yémen en 2015 et qui s'est révélé être soupçonné d'être aussi le chef du commando qui a assassiné Jamal Khashoggi. Comme je l'ai dit, ça se fait au détriment des citoyens français. Et hormis le domaine de l'armement, il n'y a pas tellement de grands contrats qui véritablement rapportent à l'État français. Oui. Enfin, il y a quand même, il se positionne dans la transition énergétique, la culture, le tourisme. Il y a d'autres niches aussi, hein. Merci Fathia Dazi Eni. Je renvoie à l'Arabie Saoudite en 100 questions, le livre que vous avez publié aux éditions Talendier. Audrey Lebel, Nos amis saoudiens, aux éditions Grasset. Dans quelques secondes, le point sur l'actualité.